Ah là là, bonsoir. Ça, c'est des petites choses qui nous font du bien au dos. Ah, je suis fier. Bonsoir, installez-vous. Ça fait du bien. Pourquoi je suis content? Parce que il y a quelque temps, j'étais en terre éburnie. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai ramené ceci et c'est une horloge qui symbolise l'hospitalité de ce pays, des éléphants. Et moi, je suis l'un des rares à croire à l'Afrique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs ce matin, mais tout ce que vous faites tourne autour de l'Afrique. Et vous êtes l'un des rares types à parler vrai. Vous êtes là-bas, mais vous parlez librement. C'est rare chez un Africain. C'est rare chez un Noir de, de, de se prendre pour ce qu'il est, d'être profondément indépendant, viscéralement africain et fondamentalement libre. Parce que l'image qu'on reflète, je vais vous dire, si vous n'êtes pas respecté, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas respecté dans le monde, ce n'est pas à l'autre, peut-être que revient le tort. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous renvoyez comme image. Est-ce que vous êtes digne de respect? Est-ce que vous méritez? Qu'est-ce que vous êtes à ses yeux? Est-ce que vous êtes considéré ou considérable? Et si vous êtes respecté, c'est parce que vous êtes respectable. Si vous n'êtes pas respectable, c'est parce que vous n'êtes pas respecté. Donc, je suis très content. On va parler évidemment de la vie, des questions de la vie, du leadership. Je suis ouvert à tous les sujets, c'est des enseignements pointus. Et vous savez que désormais, grâce à notre fondation Akeva, nous avons la possibilité de donner 1 euro, 2 euros, tout ce qu'on veut, 100 000 euros pour soutenir. Parce que nous luttons pour la liberté et nous faisons des petites actions au quotidien. Nous aidons beaucoup, nous faisons beaucoup de choses. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, donc, je dis merci à mon habilleur qui est un Ivoirien. Il s'appelle Yoni. Et je n'ai pas vu ça dans un autre pays africain. Il est de passage à Paris et il m'a dit, grand maître, j'ai quelque chose pour toi. Il m'a apporté des tenues. Je lui ai rien demandé. Quand j'étais à Abidjan, pour la série de conférences et ma tournée dans ce pays, Yoni m'a amené des tenues superbes, instantanément, grâce à Yves Dembélé. Et ça m'a beaucoup marqué parce que c'était des tenues de qualité. Il m'a fait du sur-mesure et il est allé, en 2 jours, tout était prêt. Ça marque un signe de grandeur, ça marque des gens ouverts d'esprit, ça marque un peuple qui veut avancer, ça marque un peuple qui ne calcule pas trop. Je connais des pays où pour que quelqu'un t'offre même un bonbon, il faut lui acheter le terrain. Tout est calcul, tout est très planifié. Les gens dans ces pays-là, dans beaucoup de pays en Afrique, on n'arrive pas à respecter un créateur, on n'arrive pas à respecter les intellectuels, les stars. En Côte d'Ivoire, ces jeunes musiciens roulent en X5, en Porsche. Les jeunes musiciens du coupé-décalé ont des maisons, ils vivent, ils sont jeunes, ils profitent de leur vie. Parce que tout n'est pas parfait, mais c'est assez ouvert. La Côte d'Ivoire est un pays splendide, c'est un pays, c'est pour ça que je ne pourrais pas
accepter de le laisser s'auto-détruire ou être détruit par les artisans de la pauvreté africaine, de la médiocrité. C'est un pays qui mérite de grandir, c'est un pays qui mérite de se développer. Tout n'est pas parfait, il y a du chômage, il y a la jeunesse qui n'est pas formée, il y a l'éducation, mais beaucoup est en train d'être fait. Et surtout cette mentalité, cette ouverture d'esprit. Abidjan est devenu l'une des plateformes les plus attractives financièrement, économiquement aujourd'hui en Afrique. Et ce n'est pas juste un atalakou, c'est quelque chose de très profond. Ils ont un désir de se moderniser. J'ai discuté avec mon frère Joseph Andjou, qui a été désigné, qui a été décoré par le président Ouattara, pour la qualité. C'est-à-dire, quand vous regardez même les médias en Côte d'Ivoire, vous voyez France 2, TF1, à la lettre. Peut-être c'est pas la même qualité personnelle, le même contenu, mais au moins ils ont la superstructure, ils ont les infrastructures, et il faut maintenant dynamiser les structures. C'est pour ça que je serai à Abidjan. Et ils m'ont clairement dit, mais viens à Abidjan, tu as de la place, nos médias sont là, on a besoin de toi, le chef de l'État a besoin de toi. Voilà des discours qui nous tiennent à cœur. C'est des discours qui... Si c'est un pays qui veut avancer, ce n'est pas des pays où les gens sont foncièrement fermés, foncièrement jaloux, foncièrement hermétiques, foncièrement méchants. Abidjan vous donne. Les gens sont heureux de vous donner. Et comme ils reçoivent aussi. C'est la première ville noire qui accueille un métro, qui a son métro. La première ville africaine. Et ce serait bien qu'on soutienne ce pays. Donc je disais merci à la Côte d'Ivoire. Et je vais revenir bientôt parce que le prochain livre est beaucoup axé sur ces questionnements, sur le développement de l'Afrique, concrètement. Et le prochain livre, c'est Qu'est-ce que la vie augmentée? Vous savez, je suis le fondateur d'Akeva. Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Comment on peut augmenter nos vies? Chacun a sa vie, chacun a son destin, chacun a son parcours, mais collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que chacun profite? Et nous ne sommes pas consistants. Nous ne savons pas nous battre jusqu'à la fin. Nous ne savons pas nous sacrifier pour le bien commun, pour les autres, pour demain. Et quand je discutais avec ces jeunes Ivoiriens, ils m'ont dit, mais vous êtes tellement engagés, vous êtes sincères et vous êtes vrais. Et ce genre de pays, je serais honoré d'y investir, de m'investir et même de passer le reste de mes jours. S'il y a des pays qui nous attirent, s'il y a un pays qui me parle, moi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire depuis tout petit. Et ça, je voulais faire ce témoignage. Parce qu'on a rendu des services aux gens dans beaucoup de pays. On travaille tous les jours, mais jamais quelqu'un ne vous dit merci fondamentalement. Les gens sont extrêmement fourbes. Les gens croient exploiter l'autre jusqu'à la fin. Donc, je voulais vous parler ce soir, par exemple, du leadership. Qu'est-ce que le leadership? Que représente le leadership? Quelles sont les valeurs du leadership? C'est quoi même le leadership? Alors, le leadership, c'est celui qui prend la machette pour défricher la route. C'est le premier. Le leadership, c'est le lead, le guide. Vous savez que je suis le guide. Pas Moulé dit, c'est moi. C'est-à-dire que vous décidez à un moment de votre vie de ne pas subir, de ne pas attendre, mais de faire. Et au début, effectivement, les gens vont se moquer de vous, les gens vont trouver que vous exagérez, les gens ne comprendront jamais. Mais tout ce qui compte, c'est que chaque jour, vous impactez l'autre. Chaque jour, vous changez la vie des gens. Je vais ouvrir des bureaux prochainement à Abidjan.
juste pour le leadership, juste pour le management et le leadership. J'ouvrirai d'autres bureaux à Yaoundé, peut-être, mais c'est vraiment, il faut qu'on travaille juste pour le leadership. Je parle d'Abidjan parce que c'est Abidjan qui nous accueille, c'est Abidjan qui vous attend. Quand je vais dans d'autres pays, j'étais au Cameroun, c'est, voilà, on ne vous attend pas plus que ça. C'est même à peine si vous ne gênez pas les gens. Il y a quelque chose que j'ai remarqué au Cameroun, qui est un magnifique pays, c'est que quand vous êtes face à un Camerounais, on peut vous inviter à la télé pour vous humilier. Ils peuvent vous inviter dans leurs médias pour vous humilier, pour vous se moquer de vous. Vous donnez bien de l'intelligence, vous vous sacrifiez, mais les gens rigolent. Vous parlez de démocratie, les gens rigolent. Vous parlez de savoir-faire, les gens vous rigolent au nez. Même ceux qui vous invitent, vous perdent le temps. Ils croient vous utiliser et vous essorer. Bon, ça on le fait parce que bon. Mais à Abidjan, tout n'est pas parfait, mais quand ils sont avec toi, ils sont à 100%, ils sont sincères. C'est peut-être comme ça aussi, toute l'Afrique de l'Ouest est comme ça. Peut-être parce qu'ils mangent dans les mêmes plats. Peut-être parce qu'ils ont une culture plus sahélienne du partage. Peut-être parce qu'ils veulent avancer. Et j'ai discuté avec un jeune, un autre Ivoirien, qui a monté une structure hôtelière, un complexe hôtelier à Abidjan. Pourtant ici, il a une petite structure de rien du tout. Mais il a mis toutes ses économies en Côte d'Ivoire. Et là, il m'a dit un truc, il a fait venir son petit frère pour continuer à gérer sa société à Paris de sécurité, mais lui, il rentre. Il a monté son complexe. Et il n'est pas seul, tout le monde est solidaire. Je vais arrêter là avec la Côte d'Ivoire, mais je voulais vous dire, par exemple, qu'ils sont venus, la RTI, la radio-télévision ivoirienne, est venue tourner une émission ici, à Paris. Il y avait plus de 3000 personnes. L'émission s'appelle Bonjour. Et l'un des producteurs, c'est un jeune qui a à peine 30 ans. Et la communauté ivoirienne est sortie, est venue de toute la France. 3000 personnes au minimum pour une émission télé. Je ne sais pas si... Je m'adresse à tous les Africains qui écoutent. Hein. Je ne sais pas si ça existe dans un autre pays. Cette habitude, ce goût de faire vivre, de partager. Voilà. Et ça, il faut qu'on protège ça. Quelqu'un me parlait de Kezan. L'application, c'est Kezan. Téléchargez-la, ça vous fera du bien. Et vous serez au courant de tout. Kezan, c'est comme Google. Et Kezan Home, Kezan Asset, Kezan Market, Kezan Bank, Kezan Finance, Kezan... Vous allez pouvoir vendre et acheter entre vous désormais. Et je vais laisser les experts vous expliquer. On a tout le temps. Téléchargez juste l'application. Là-dedans, vous trouverez tous les experts, vous posez des questions. C'est l'application qui change le monde. Voilà. Et c'est le... Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Alors, je disais, on parlait du leadership. Déjà, je l'ai dit dans ce livre, que beaucoup peuvent encore commander, je disais que l'espoir fait vivre. Alors, quand on parle de leadership, il faut savoir qu'il faut déjà qu'il y ait de l'espoir. Un leader, c'est quelqu'un qui rêve, qui croit, qui pense, qui sait qu'il est là, qui sait qu'il ne va pas mourir. Donc, on ne peut pas être leader quand on est déjà défaitiste. Or, en Afrique, vous trouvez beaucoup de gens qui marchent comme des morts vivants. Ils sont déjà morts. Ils se plaignent, ils pleurent, ils savent qu'ils sont battus et ils sont des esclaves. Le leader, c'est celui qui sait qu'il va gagner. Vous savez, quand vous créez une entreprise, vous avez parfois l'impression que Dieu vous a parlé à 4 heures du matin. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'a même pas besoin. J'ai fait une conférence un jour où j'ai expliqué aux gens ce que c'est que le leadership. Le leadership, c'est Dieu. L'entrepreneur, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire, vous dormez, vous faites un rêve, vous sentez que quelqu'un vous a dit, Dieu vous a dit, levez-vous, allez ouvrir une boutique, une porcherie ou tout ce que vous voulez, hein, une société d'habillement. Faites ce que vous voulez, mais créez. Le leadership reçoit donc les bénédictions divines. Parce que pour être leader, ça veut dire que tu es en avance.
Et l'avance, c'est l'espoir. C'est l'espoir qui fait que tu crois que demain sera bien. Donc tu investis, tu risques, tu mets ton argent là où les autres vont danser, manger et boire. Et attendre. Et j'ai écrit quelque chose. Pourquoi nous ne sommes pas leaders en Afrique? Parce qu'il nous manque trois petites choses. Trois petites choses. Il nous manque fondamentalement trois petites choses pour sortir du chaos. Je l'ai écrit à la page 119 de ce livre. Il y a la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. C'est-à-dire que soyons moins égoïstes. Les gens en Afrique vivent pour eux-mêmes, pour leur famille. Et même parfois, ils préfèrent mourir et mourir avec toutes leurs affaires et laisser leurs enfants, leur progéniture dans la misère. Donc, pour le leadership, la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Ce n'est pas des jeux. En deuxième point, je l'ai dit dans ce livre, tout est là. C'est à vous de vous procurer les livres qui vous éduquent. La bonne conduite des affaires et des opérations. C'est-à-dire, il faut être sérieux. Ici, quand vous voyez comment on mène un chantier, je l'ai vu à Paris, quand vous voyez comment les gens mènent un chantier en France, quand vous voyez comment en Suisse les gens travaillent, quand vous voyez en Norvège, en Irlande, même en Russie, tout ce que les gens font ici sont sérieux. On ne joue pas. Même quand on nettoie les murs, même le balayeur est sérieux. Chez nous, vous avez l'impression que les gens, on perd le temps, on est fonctionnaire, on veut gagner vite, on veut vite s'enrichir, on veut vite faire de la crypto-monnaie sans même apprendre à comprendre. Chez nous, on veut vite s'enrichir, on veut vite gagner. Donc, on n'a pas la bonne conduite des affaires. Chacun fait comme si ce n'est pas le chez lui. Chacun fait comme si... Ici, quand vous trouvez même les enfants de 12 ans en train de travailler, vous sentez qu'ils se mettent à fond. Mettez-vous à fond dans ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Et surtout, à fond, c'est-à-dire que vous êtes concentré. Vous êtes entièrement porté vers ça. Et puis, je l'ai dit, la discipline dans l'exécution. Regardez comment nos États... Vous entrez dans un ministère, parfois en Afrique, entre le costume du ministre qui fait peur et le désordre. C'est prostituées, c'est collaboratrices, ces collaborateurs qui mangent, qui dansent, qui crient. Il n'y a pas du silence, il n'y a pas de discipline. Alors si ça commence au palais présidentiel, où vous voyez un chef d'État qui danse, Tiko Chikaya, qui danse le soukous, en pleine séance de travail, ça ne fait pas sérieux. Il faut la discipline. Il n'y a pas trop de discipline chez nous. Ici, même quand le gars est chef d'entreprise à 20 ans, il est sérieux, il est discipliné. Il faut qu'on nous apprenne la discipline. Mais est-ce qu'on peut avoir la discipline quand il y a la musique, quand il y a le bar, quand il y a le coupé décalé, quand il y a le makossa, quand il y a la musique urbaine, quand il y a Trace TV, quand il y a tout ce bruit? Il faut beaucoup de discipline. Alors, on va revenir sur la discipline tout à l'heure. Et j'ai dit dans le livre, je ne dis évidemment pas que tout est perdu, bien au contraire, mais l'urgence est de rétablir partout et en tout lieu une certaine logique de la pensée, un phare universel de la logique, le bon sens. Et Dieudonné Espoir dit dans le chapitre 9, il prend une citation, oui, elle est de moi, c'est dans le chapitre 9. Vous savez, moi, je fais des lives aujourd'hui plus instructifs, quel que soit ce que les gens pensent. Ne vivez pas pour les gens. Soyez juste vous-même. Dans le chapitre 9, évidemment, je dis, nous avons les ferments de la destruction en nous. Quand vous voyez l'énergie que les intellectuels mettent pour s'engueuler, vous voyez l'énergie que les jeunes, les femmes mettent sur les réseaux sociaux pour s'autodétruire. Vous comprenez qu'on a vraiment un vrai problème.
Alors, la discipline, c'est quoi? Ça veut dire chaque jour, vous avez un rituel. Qu'est-ce que je fais pour ne pas être dispersé? Discipline. On est discipliné, ça veut dire qu'on a une tenue, on a une manière d'être, on a une manière de voir la vie, on fait la même chose presque tous les jours, on répète les bonnes habitudes, on s'entraîne, on entraîne le cerveau, on entraîne le corps. Beaucoup de gens ne savent pas, quand on dit discipline, les gens croient que, oh non, c'est pas l'école. Mais vraiment, pour vous, vous définissez sur un papier un but. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme résultat? Qu'est-ce que je fais donc pour atteindre ce résultat? Si je veux perdre du poids, il faut que j'aille courir ou marcher ou m'inscrire à la salle de sport. Si je veux gagner au loto, il faut que je joue quand même. Même le loto, il faut que je joue. Vous savez, c'est l'histoire de deux amis, deux meilleurs amis qui jouaient au loto tous les jours. Ils avaient pour habitude chaque matin d'aller jouer au loto. Et puis un jour, l'autre n'est pas allé jouer au loto. Il était fatigué ou bien c'est le jour où il n'a pas joué que son ami a gagné. Je n'encourage pas les gens à jouer. Mais je dis, le jour où il n'a pas joué au loto, l'autre a joué et il a gagné. Alors la question c'est, est-ce que s'il avait joué, il allait gagner? On ne sait pas. Donc la chance, c'est la discipline aussi. C'est une certaine manière d'être. Et surtout, j'ai dit tout à l'heure d'envier personne parce que, vous savez, avec le temps qui passe, l'homme présente toujours son meilleur côté. Surtout sur les réseaux sociaux. On veut paraître plus grand. On veut tous paraître plus beaux, plus milliardaires, plus riches, plus grands, plus forts. Ça, c'est un autre comportement, peut-être enfantin, mais c'est aussi des frustrations. Nous tous, chacun est frustré à son niveau. Mais la meilleure réponse me vient d'un jeune qui m'avait dit, parce que je leur parlais, je tenais des jeunes en séance un jour de coaching, et puis je leur ai dit, écoutez les jeunes, soyez des modèles. Regardez, même dans les banlieues, regardez, les Jamel sont partis du quartier pour... Et l'autre m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous me parlez de Jamel? Vous voulez qu'on m'enlève un bras aussi? Ah ça m'a fait réfléchir. C'est-à-dire, Jamel Debbouze, il a réussi, mais c'est sa vie. Parce que si on vous enlève un bras et on vous dit d'être comme Jamel et d'avoir son succès et tout, est-ce que vous allez accepter d'avoir un bras à moi? On ne sait jamais. Chacun traîne ses problèmes. Chacun traîne ses tares. Chacun traîne ses frustrations. L'essentiel, c'est que chacun se décide à réaliser son rêve dans la vie. Pas forcément comme tel. Dès qu'on a réglé ça, on est moins jaloux. Dès qu'on a réglé ça, on accepte. Vous voyez quelqu'un passer avec sa nouvelle voiture, vraiment, laissez, c'est sa nouvelle voiture. Vous ne savez pas comment il a fait, pourquoi il a économisé et comment il a fait pour avoir cette voiture. Ça peut être un prêt, ça peut être la voiture de quelqu'un, ça peut être... Voilà, laissez. C'est l'envie qui nous empêche d'être libres. C'est l'envie qui nous empêche d'être grands. Parce qu'on court. Et je vous avoue que quand vous voyez les autres vivre sur les réseaux sociaux, vous commencez à vous demander si vous êtes né sur Terre. Ah, mais vous ne savez pas si le monsieur ou la dame a un petit cancer et que peut-être c'est ses derniers moments. Vous ne savez pas si la personne est criblée de dettes. Vous savez, la dernière fois, j'étais au Hilton un jour, à l'hôtel, et à 8 h du matin, je prenais mon petit déjeuner au bar, là, j'aime bien ses habitudes, et puis j'ai un ami qui est très bien placé, qui arrive, il est pressé, il est toujours pressé, il est toujours en train de courir. Alors, il m'a vu, j'étais zen, je buvais mon thé, j'étais content, je faisais mes photos, je rigolais. Et puis lui, il s'arrête, il me dit, mais toi, tu es toujours zen. Quel est ton secret? Je dis, arrête de te moquer de moi. Tu as vu la voiture que tu as dehors, tu as vu ton chauffeur t'attend, tu as vu comment tu es... Tu as vu que tu as une suite ici au Hilton à l'année. Qui peut s'offrir ce genre de plaisir s'il n'est pas milliardaire? Il me dit, ah,
Attention. Actuellement, j'ai 5 procès qui m'attendent. Je suis en train de courir au tribunal. J'ai une dette de près de 180 millions de francs que je dois à l'État. Ou c'est 100, j'ai plus, enfin, une somme colossale quand même. Et j'ai au moins 5 procès en attente. Et j'ai des créanciers qui ont saisi une partie de... Il a commencé à me réciter ses problèmes. J'étais heureux de n'avoir pour seule fortune que ma tasse de thé et ma liberté. Voilà. Donc, battez-vous, faites ce que vous voulez, mais ne tombez pas dans le piège des envies, surtout du miroir qu'on projette. Chacun, même moi, il m'arrive de temps en temps d'être toujours propre, d'être toujours bien, d'être toujours... C'est un état d'esprit. Mais il ne faut pas que quelqu'un voie et se dise « Ah, pour lui, tout va bien, ça roule ». Et puis se met à t'assassiner parce que ça roule pour toi. Non. Les gens ont des vies misérables, plus que misérables. Et ne vous basez pas dessus, vivez, cherchez votre propre bonheur. Pareil pour les couples. On ne cite jamais un couple en exemple. Il ne faut jamais citer un couple en exemple. Parce que si on vous met dans les maisons des gens, vous n'allez même plus parler. Ah non, mais si on vous met dans les couples, vous savez par exemple qu'ici ici en France, François Mitterrand, pendant des années, il trompait sa femme. Mais sa femme avait pris l'aile gauche du pavillon de l'Élysée. Elle vivait aussi avec son professeur de sport, le professeur de gym. Et le président Mitterrand aussi allait dormir chez Penzo. Et elle n'était pas seule. Ils ont même fait un enfant qu'ils ont caché à toute la France, Mazarine. Donc c'est pour dire que le président disait que tout ce qui est privé, sa douleur ne doit pas ressortir. Donc nous avons l'habitude avec les réseaux sociaux de célébrer les couples des gens, d'envier. Mais si on vous dit, et c'est ça les marques de pauvreté chez nous, c'est-à-dire on a créé, surtout avec les réseaux sociaux, ça crée un univers des gens qui grossissent comme le Goliath. Comme Goliath. Goliath, c'est la grenouille. C'est-à-dire, il y a un style de grenouille qui... Voilà, donc... Et vous êtes admiratif. Vous êtes parfois... Alors que les gens, parfois, n'ont pas où dormir. Peut-être dans le couple, c'est une catastrophe. Peut-être la communication ne passe pas. Peut-être le sexe. Peut-être qu'ils ne se regardent même pas dans les yeux. Peut-être qu'ils ne s'aiment pas. Peut-être que l'homme est cocu. La femme aussi. Mais tout ça, on maquille. Et puis... Donc quand vous avez déjà cette expérience de la vie humaine, vous commencez à prendre les choses avec les pincettes. Vous commencez à regarder avec les pincettes. Quand vous voyez, surtout les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris tellement de pouvoir, mais les gens viennent me vendre leur mariage ici, en grande pompe. Mais quand vous fouillez un peu, vous voyez que c'est une misère insupportable. Vous voyez que les gens sont dans une souffrance. Parce que Dieu a tellement bien fait que dans la vie, on n'a jamais tout. On n'a jamais tout dans la vie. C'est impossible. C'est impossible. Dans un passé récent, je vivais au bord de la mer. J'étais très bien chez moi. Et la chose qui me manquait le plus, c'était l'amitié ou l'amour. Même quand mes cousins venaient vers moi, c'est parce qu'ils voulaient me soutirer un petit bien. Et après, quand vous êtes au courant que les gens viennent vers vous juste pour vous exploiter, vous avez très mal. Le frigo est plein, la cave est pleine, les voitures sont garées, mais vous êtes seul. Ça, c'est les douleurs que personne ne peut expliquer. Donc, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, on se dit, c'est quoi le bonheur? C'est quoi la réussite? C'est quoi l'équilibre? C'est juste trouver son équilibre. C'est juste trouver son équilibre. Son équilibre, ça veut dire être en harmonie avec soi-même.
Vraiment, ne regardez pas. Je vous prends un exemple. En 2015, j'avais déclaré, le premier d'ailleurs, ma candidature à l'élection présidentielle, et j'avais perdu beaucoup d'amis. Et beaucoup d'hommes politiques, même après, étaient contre parce qu'ils disaient que c'est trop tôt. Et à la fin, eux tous ont fait tout pour qu'on m'écarte. Enfin, tous se sont abattus sur moi parce que j'étais devenu l'homme à abattre. Et puis après, quand vous regardez, d'autres sont passés, d'autres ont fait carrière, d'autres grandissent, d'autres existent, d'autres... Mais ça ne doit pas me frustrer. C'était peut-être pas mon temps. C'est peut-être pas mon destin. Mais si c'est mon destin, ça sera mon destin. Et le destin, c'est ta vie qui se réalise. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Celui qui doit mourir pendu ne se noie pas ». Si vous devez mourir pendu, vous ne vous noyez pas. Alors, si ton destin c'est de mourir pendu, tu seras pendu. Même si on te jette dans l'océan, tu seras repêché. Parce que tu dois être pendu. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et tout ça tourne autour donc, du leadership. C'est des enseignements pointus. Hein. Il faut ouvrir les yeux, il faut libérer le cerveau. Parce que tout le monde ne pourra pas être leader. Ça, je suis d'accord. Mais chacun a quelque chose de leadership en lui. Leadership ne veut pas dire être têtu ou être en guerre contre tout le monde. Leadership, ça veut dire qu'à un moment, il faut prendre des initiatives. Il faut décider d'avancer dans la vie. Il faut décider de ne pas subir. Il faut décider de lutter. Et le leader est toujours celui-là qui lutte. Même si vous ne savez pas pourquoi. Vous avez vu, moi, je fais mes vidéos hein, depuis toujours. Ça obéit à une frustration. À un moment, aucun média ne voulait de moi. J'ai tellement de la prestance, apparemment. Je prends beaucoup d'espace et les gens ne voulaient pas de moi. Moi, on n'a pas souvent voulu de moi. On n'a pas souvent voulu de moi. Mais ça peut être aussi une perception de l'esprit. Un jour, je discutais avec ma grande sœur qui est décédée. Je lui disais, mais pourquoi moi j'ai l'impression de combattre tout le monde? Ce n'est pas un proverbe russe. Celui qui doit mourir pendu ne se noie pas. Ce n'est pas un proverbe russe. C'est un proverbe bel et bien bantou. Adapté par les Russes. Hein? Voilà, l'Africain. Alors, ce qui est pénible avec le noir, c'est que le noir croit qu'il est né pour être esclave. Il ne peut pas comprendre que l'esclavage, c'était un moment de sa vie. Esclave en tout, spirituellement, politiquement, économiquement, même culturellement. Il y a quelqu'un là qui me dit que c'est un proverbe russe parce qu'il a entendu. Non, le plus grand écrivain russe était un Africain déjà. Je ne suis pas là pour faire l'éducation de tout le monde. Hein. Renseignez-vous sur Pouchkine. C'était un Camerounais d'ailleurs. Et c'est l'un des plus grands savants russes de tous les temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui est bien, l'Africain croit que c'est l'autre. Même quand il s'agit de parler de Dieu, il croit que lui n'est pas Dieu. Il n'a pas le pouvoir d'être comme ceux qui... Mais quand vous êtes à côté des Juifs, de nos frères Juifs, qui ont aussi souffert, quand les Juifs parlent, les Juifs vous disent tous les jours que c'est eux le peuple élu. Mais ils ont signé ça où? C'est leur conviction. On est allé dans quel concours, dans quelle université? On était où? Dieu est descendu, il a dit c'est vous le peuple élu. Mais c'est leur histoire, ils ont le droit de la raconter. Mais c'est toi le fou qui se met à prier pour que le juif soit le peuple élu au détriment de toi-même.
C'est toi qui es peut-être fou à la place. C'est cet équilibre-là. Et puis les gens font de l'amalgame, ils croient qu'on en veut à la religion. Non, non, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est plus profond que ça. La libération des âmes, de la pensée, la libération spirituelle, c'est lié à quelque chose de leadership. Quand tu n'es pas leader, tu ne peux pas accepter. Le noir a peur de la lumière. Il a peur de dire je. Il a peur. Regardez comment les Ukrainiens luttent. Regardez comment même les Russes, pourtant c'est des frères, mais ils luttent pourquoi? Parce qu'ils sont opposés culturellement. À un moment de leur histoire, ils se sont séparés. Il y a des visions vraiment antinomiques. Les autres veulent aller à l'ouest, les autres veulent rester à l'est. Et même mystiquement, c'est très puissant. L'est et l'ouest, c'est pas la même chose. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Partagez ce direct. Parce que c'est... Donc tous les peuples du monde viennent lutter. Je dis souvent à tous ces Jésucrates là, qui sont même parfois plus idiots qu'autre chose. C'est pas qu'ils sont brillants. C'est des gens apeurés. C'est des gens parfois incultes. C'est des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas étudié. Peut-être deux petits sommes ne font pas de vous un prêtre ou un élu. Non, c'est plus compliqué que ça. L'épiphanie, c'est plus difficile que ça. Alors, quand vous discutez avec ces gens, tu leur dis, mais pourquoi les Chinois? Les Chinois ne croient pas. C'est pas parce qu'on ne croit pas à la religion de quelqu'un qu'on est moins intelligent. On a le droit de ne pas croire. L'Africain aujourd'hui se retrouve dans le rôle de celui qui doit justifier pourquoi il ne veut pas croire. Alors que c'est son droit de ne pas croire à ce qu'on vient lui dire ou lui imposer, surtout de cette manière. Par l'esclavage, par la colonisation, par le sous-développement, par la pauvreté. Il faut refuser ça. C'est les dévots. C'est les dévots. C'est les gens qui exploitent la misère humaine qui sont un problème. C'est tous ces petits bandits-là. Ils sont filous, homosexuels, prisonniers, maçons, tout ce que vous voulez, voleurs. Et ils veulent se donner. Enfin, je ne condamne pas la liberté sexuelle. Je ne suis pas à ce niveau. Je respecte la liberté de croyance. Je respecte. Mais en Afrique, c'est tous les gens médiocres qui trouvent un nouveau métier. Non, la vie n'est pas si facile, les gars. Et ces gens-là ont un réseau de médiocrité. Et ne me demandez pas pourquoi ils remplissent les salles, mais parce que vous êtes en majorité des grands médiocres. Les gens ne veulent pas réfléchir. Quand tu commences à réfléchir par toi-même, quand tu te mets à lire des livres, à ouvrir les yeux, à regarder les débats, à regarder, tu dis, ouh, peut-être qu'il y a quelque chose à poser comme question. Et c'est là où je suis en train de faire ce dernier livre qui vous appartient, que vous pouvez d'ailleurs commander, parce que c'est questionner. À partir d'aujourd'hui, posez-vous toutes les questions. Si vous êtes dans ce direct, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, si vous devez retenir quelque chose, c'est apprendre à poser des questions. Et des bonnes questions. Qui je suis? D'où je viens? Si je ne suis pas ces gens-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien. Si je ne fais pas une veillée de je ne sais pas quoi, rien. Si je ne bois pas les urines du pasteur, rien ne va m'arriver. Si je ne bois pas son huile d'olive, je ne sais pas de quoi, rien ne va m'arriver. Vous savez, la difficulté aujourd'hui, c'est que même les plus grands savants africains aujourd'hui ne peuvent pas vous dire ce que c'est que la culture africaine. Parce que c'est un fourre-tout. Entre égorger les moutons, le vaudou, les ceci, et puis on mélange le faux et le vrai. C'est parce que notre religion, notre culture a aussi laissé beaucoup de faux. On fait peur aux gens, on fait peur aux jeunes.
au lieu de leur expliquer. Moi, j'ai 25 ans d'initiation. C'est pour ça que je suis roi. Je connais la force de l'écorce. Je connais la force, la puissance de la pensée africaine. Je connais l'initiation, les rites initiatiques puissants de la forêt. D'ailleurs, tous ceux qui connaissent les rites puissants de la forêt africaine, de la culture africaine, du lakam, du mbok, de tout ce que vous voulez en Afrique, quand tu connais les rites, tu te rends compte que quand tu regardes la franc-maçonnerie, les 11 clubs, la Rose-Croix, Amorque, ou tout ce que vous voulez là, c'est ces rites qui sont copiés à l'identique à la culture africaine. Mais qui a écrit la culture africaine? Qui a théorisé? Qui a modernisé? Et puis c'est facile, donc quand quelque chose n'est pas théorisé, écrit et planifié, il y a toujours un gourou qui vient vous dire que lui peut faire boire de l'urine aux gens. Dans le charlatanisme, c'est la médiocrité. Ces petits apôtres et tout ça qui inondent les réseaux sociaux, c'est de la médiocrité. Un ou deux, mais c'est de la médiocrité, c'est de la récitation, c'est pas de la réflexion. Nous avons atteint aujourd'hui l'âge mental du monde, c'est la réflexion. Chaque peuple doit réfléchir par lui-même. Je viens m'asseoir là, je ne viens pas avec des paroles d'évangile. Je suis d'abord un universitaire de haut vol. Je suis un journaliste de très haut vol. Je suis un éditorialiste. Ça, c'est mes qualificatifs. D'abord, je suis un expert formateur en communication, en sciences et techniques de l'information et de la communication. Ça, c'est ma fonction. Maintenant, ce que je fais au village, je prends le savoir de mes ancêtres. J'essaye de mixer au savoir du monde, au savoir universel, et je me développe, je fais une synthèse. Donc, quand je viens ici, je suis quand même quelqu'un de crédible. Je peux vous dire, voilà mon point de vue. Et prenez-le en compte. C'est pour ça qu'on nous donne les autorisations d'écrire. C'est pour ça qu'une université va étudier et mettre ça au programme. Une grande école va dire, oui, qu'est-ce qu'il pense? On n'est peut-être pas d'accord avec lui, mais essayons. Aujourd'hui, l'évangile, c'est terminé. On doit pouvoir débattre. Et c'est le manque de débat, c'est le manque de culture dans nos familles, dans nos couples, dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays, qu'on appelle le sous-développement. C'est ça le sous-développement. Quand vous êtes ici, l'élection présidentielle en France est dans 20 jours. Il y a tout. Ces candidats, il y a 12 candidats qui représentent tout ce que la France compte. Même la poubelle est là-dedans. Même les idées de la guerre, l'extrême droite, les racistes. On vous met tout cela, on vous expose. C'est un marché. Et dans ce marché, donc, chaque citoyen de venir faire son marché. Toi, je ne veux pas tes idées. Toi, ta tête m'énerve. Toi. C'est ça qu'on appelle la maturité. Pourquoi? Parce que le peuple français est un peuple formé, mature. Je vous ai dit, il y a des Africains qui viennent ici supporter l'extrême droite. Vous voyez, des jeunes filles qui veulent passer à la radio, des blancs ici, elle est prête à vendre sa mère, son père. Il y a des noirs ici qui sont avec l'extrême droite. Peut-être qu'on ne leur a pas dit ce que c'est que l'extrême droite. Il y a des noirs ici qui se regroupent, ils croient qu'ils sont intelligents, ils sont avec la droite. Mais quelle droite? La droite dure. La droite raciste. Mais si tu dis à ces noirs-là, qu'est-ce que vous faites là? Ils ne comprennent pas. D'autres sont colleurs d'affiches, d'autres ont des petits postes à la mairie, d'autres ont des petits trucs. Pour leurs petits postes, ils sacrifient l'intérêt supérieur de la collectivité. C'est ça qu'on appelle l'idiotie nègre, la fragilité nègre, le manque de communauté. Je vois des noirs qui suivent, il y a d'autres noirs qui suivent. J'ai vu un noir qui m'a appelé, il est content d'être derrière Mélenchon. Mais Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Il y a l'extrême droite et l'extrême gauche. Ceux qui connaissent les mathématiques savent que les extrêmes se rencontrent. Les extrêmes se rencontrent. Les autres défendent peut-être les islamo-gauchistes. Mais
eux tous défendent des idéologies de l'islam là-bas, de l'autre côté, ici, contre les noirs et tout ça. Mais un noir ne peut pas être de l'extrême gauche. Ça va friser des thèses d'exclusion. Mais ils ne peuvent pas comprendre, fondamentalement. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils viennent d'arriver, ou bien d'autres veulent des papiers, d'autres veulent être vus à la télé, d'autres veulent... Et quand tu as le temps donc de questionner ces gens, tu comprends qu'ils sont dans l'immaturité politique. Voilà pourquoi en France, il n'y a pas une puissance noire. Il n'y a pas. Dès que tu salues un Antillais, il dit non, lui, il n'est pas totalement noir. Il n'est pas africain. Tu salues un ou l'autre, dit non, moi je ne suis pas. Alors qu'il faut créer une conscience noire pour peser sur les votes, pour peser sur la République, pour peser sur les échéances, pour encourager nos gens, pour prendre sa place. Hier, c'était dimanche, et il faisait froid, il pleuvait. Tous les Noirs qui passaient dans la rue allaient à l'église, ils avaient les Bibles en main. Je n'ai pas dit que c'est... Ça ne me choque pas, mais ça pousse quand même à se poser des questions. Ces gens-ci se sentent si orphelins. Est-ce que ces gens-ci ont un problème dans la tête? Pourquoi c'est les seuls qui vont se regrouper là où personne ne va? Pourquoi c'est eux qui vont s'aligner là-bas où les gens n'ont plus le temps ici en Europe? Ils ont créé leurs églises. Il y a quelques vieux qui vont là-bas parce qu'ils attendent leur dernier jour de mort. Et puis les jeunes noirs sont là, ils portent les foulards, les bibis, ils vont... Et ça, ces images-là, ça fait... Et quand ils sont pas là-bas, ils sont dans leur salle, là, dans les petites banlieues, où ils reproduisent la misère. C'est comme s'ils ne vivent pas dans ce monde. Le seul monde qui sauve aujourd'hui, c'est l'accès à la connaissance. Si vous avez la connaissance là-bas, si vous êtes épanoui, si vous êtes libre, si c'est bien pour vous, mais je pense qu'on doit ouvrir plus les yeux. Akeva. Alors, il y a Christian Zigas qui... Il y a quelqu'un qui dit Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga ont jeté les bases d'un corpus culturel africain, mais personne n'a continué ce travail. L'Europe a connu son siècle des Lumières et la Chine sa révolution culturelle. Il faut créer la Renaissance en Afrique. Oui, ça c'est les belles paroles. C'est les belles paroles. La Renaissance, c'est quoi? Qui va faire la Renaissance? La Renaissance, c'est l'écrit, la mémoire. Vous savez, quand, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous tous qui êtes connectés là, qui a déjà lu un livre depuis le début de l'année? Quand on dit le siècle des Lumières, ça veut dire qu'il faut que les gens écrivent tout ce qui leur arrive. La lumière doit être protégée, retranscrite. Vous voyez? Ça, c'est un livre. En feuilletant l'humanité de 1904 à 1964. Là-dedans, il y a un précis de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième. Qu'est-ce qui a amené la Première Guerre? Comment elle s'est déroulée, les clauses. Et la Seconde Guerre mondiale qui est née des mésententes de la Première Guerre mondiale. Et nous sommes déjà bientôt dans la Troisième Guerre mondiale avec les erreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça est écrit là. Tout ça est écrit. Alors ces gens qui ont écrit ça n'étaient pas fous. Mais quand vous ne lisez pas, on ne lit pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. L'intelligence ne tombe pas du ciel. L'intelligence tombe... L'intelligence est injectée par Dieu dans la tête
de ceux qui veulent se réveiller. Et dans chaque ville, dans chaque village, il y a toujours un érudit, un leader à qui Dieu dit, vas-y, conduis ce peuple à Canaan. Mais la différence, c'est qu'en Afrique, on identifie vite celui qui doit conduire et on le tue vite. Ici, dès qu'on t'a identifié, on te protège. On te protège. Franck Valdez dit qu'il a lu un livre, l'investissement immobilier. Bien, c'est bien. Vous savez, le direct est bien. Partagez alors, parce qu'on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on est obligé de faire vite parce que les gens font les lives maintenant. Les gens regardent, vous appelez ça quoi? Les réels, les vidéos de 2 secondes. Comme des fous. On est là toute la journée. Les jeunes font ça. Nous aussi, non. Moi, j'aime bien me poser pour qu'on débatte. C'est pour ça que je fais des conférences. Il faut du temps. Il faut qu'on prenne 1 heure de temps en temps. Mais c'est vous qui devez soutenir ces 1 heure-là. C'est vous. C'est pour ça qu'il y a un lien PayPal. C'est pas pour moi. C'est pour qu'on s'encourage, on forme, on a toute une batterie de choses. La puissance de la littérature. Alors, je vous raconte une histoire. Il y a un grand penseur, enfin, Dieu existe. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais Dieu existe à travers les hommes, à travers nos actes. Qui a déjà été victime, non, pas victime, enfin, qui a déjà bénéficié des miracles un peu, je ne sais pas comment vous dire, ou miracles, ou quoi. Qui peut témoigner que la vie est quand même compliquée, c'est-à-dire, alors, ce savant-là est resté 10 ans sans parler. 10 ans, il avait perdu l'usage de la parole. Et c'est en écoutant une musique de John Lennon qu'il a retrouvé la parole. C'est-à-dire, et quand on réécoute le morceau, c'est là où on a fait le mixage entre 2 parties du morceau, que quelque chose allait toucher son cerveau. Juste à cet instant, il a commencé à parler, après 10 ans. C'est un miracle. Mais c'est une émotion forte. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Et qu'est-ce qui apporte ces émotions? C'est la créativité, la musique, l'art en général, un tableau, mais surtout la littérature qui est le langage de Dieu. Quand tu écris un livre, c'est pas moi. Quand j'écris un livre, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui écris. Je me lève à 2 heures du matin, j'ai un texte, c'est comme si on utilise notre plume. C'est pour ça que tous les livres en réalité sont sacrés. La Bible est sacrée. Mais ça aussi c'est sacré. Pour peu que ce soit authentique. Mon livre est sacré. C'est-à-dire, vous avez l'impression que Dieu vous dicte toutes ces choses à écrire. Ce n'est pas vous, puisque vous ne savez pas ce que vous devez écrire. C'est en écrivant que... Dieu vous parle dans l'oreille et puis vous écrivez. C'est pour ça qu'on est des scribes. On est des retranscripteurs en réalité. Il y a des choses, il y a des thèmes, tu ne peux pas toi seul te lever, tu dis que c'est pour moi. C'est plus fort. Quelque chose est en train de te guider, d'écrire, de t'amener à amener la solution pour les autres. C'est par écrit qu'on met les solutions. Et les peuples qui ne lisent pas ne peuvent pas connaître Dieu. Les peuples qui n'écrivent pas ne peuvent pas connaître Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas réciter ce que les autres ont écrit.
et vous libérer. Vous ne pouvez pas. La preuve, je peux te donner ce livre. Si je ne te dédicace pas ce livre, si je ne te bénis pas, tu ne peux pas comprendre. Et grâce à ce livre, je peux mettre des émotions fortes qui peuvent vous toucher à la maison. Pareil par la parole. La parole est sacrée. L'écrit, alors imaginez. Vous ne savez pas le nombre de personnes qu'on consulte par jour. Les gens viennent de très loin. Le guide, Moulay dit, s'il te plaît, dis-nous, touche-nous, fais-nous quelque chose. Mais les Européens, les Occidentaux qui savent qu'on est très puissants, ont tout fait de brûler nos puissances, de nous ramener à rien, à nous dire on n'est rien. Laissez ça, vous n'êtes rien. C'est du charlatanisme. Et les charlatans profitent. En Afrique, les charlatans profitent. Parce qu'on a dit que c'est du charlatanisme. On mélange le faux et le vrai et tout est médiocre. Ici, ils célèbrent leurs leaders. Ils célèbrent leurs parents disparus. Ils célèbrent leurs icônes. En Chine, alors, c'est totalement divinisé. Vous ne pouvez pas toucher la mémoire de Mao. Chaque Chinois a le portrait de Mao dans son bureau, dans sa maison. Ici, quand tu prends les métros tous les jours, les transports, les rues, rue François Mitterrand, boulevard Charles de Gaulle, boulevard Voltaire, boulevard Balzac, Honoré de Balzac, boulevard ceci, boulevard... Bah, c'est ça, c'est Dieu. C'est ça la spiritualité. Et tu arrives en Afrique, tu peux te balader dans toute une ville africaine, tu vois seulement boulevard Jean Fontaine, boulevard Chevrier Jonas, boulevard Tantampion Thomas, boulevard Moustique. Donc, chez vous, vous ne célébrez pas vos dieux, ceux qui se sont battus, ceux qui sont morts pour vous. Alors, je ne sais pas si... Enfin, je comprends pourquoi on n'a pas beaucoup de vues, parce que ça énerve les gens. Quand on dit ça, ça les énerve. Oh, on va arrêter un peu. Parce que je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai l'impression c'est un mélange de perte de temps. J'allais vous expliquer l'expérience de 1000 grammes. Ça s'appelle le point de basculement en psychologie. Là où tout un peuple commence à basculer dans la folie parce qu'il n'y a plus de leader. Quand vous écrasez une fourmi, le reste des fourmis va en débandade. Faites de votre pensée un empire. Devenez le siège de votre propre connaissance. Je vous souhaite. Ah, Anton Pinas, il dit continuons. Mais on continue encore quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on va continuer? C'est triste. C'est triste, c'est triste. C'est triste. C'est triste, c'est... Et quand je suis en Afrique, je suis malheureux. Quand je suis en Europe, je suis malheureux. Même quand je vais à l'île Maurice au paradis, je suis malheureux. Parce qu'il y a toujours un Africain qui vient te vendre les noix de coco et te demander des pièces, qui est mendiant chez lui. Même au paradis, le noir est mendiant.
le peu de Noirs qui existent avec un peu de fortune sont les bourreaux de leurs propres frères. Ils n'aident personne. Ils meurent. Ils détruisent. Ils cassent la vie des autres. Vous causez avec quelqu'un qui peut bien investir et vous aider, mais il faut qu'on... Personne n'aide personne. Le noir ne sait pas aider. Je regarde, on parle tout le temps des juifs. Ils ne sont pas tous solidaires, c'est faux. Mais l'essentiel, ils ont le leadership. Ils s'entendent, ils sont puissants. Ils ont aussi souffert. On en a tué 6 millions dans les chambres à gaz et tout, Hitler et tout. Mais ils se sont levés de là. Même là, en Ukraine et en Russie, c'est une guerre juive aussi. Il y a beaucoup de juifs en Ukraine. Il y a beaucoup de juifs en Russie. C'est le peuple le plus éclaté du monde. Et ils payent. Ils meurent encore. Mais ils ont un noyau fort. Ils ont un État. Ils ont leur base. Et cette base-là est basée sur la Torah, leurs enseignements, le Talmud. C'est-à-dire, l'État d'Israël est né sur leur culture. Ils ont été esclaves en Égypte. Eux-mêmes le disent, 250 ans. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont encore été esclaves des Romains, des Grecs. Ils se sont dispersés à travers le monde à la recherche de la survie. Et puis en 1949, ils ont décidé de rentrer chez eux. Ben Gurion. Je ne fais pas de cours d'histoire. Alors, quand tu vois nos frères entiers aujourd'hui qui peuvent rentrer, tu vois nos frères afro-américains qui peuvent rentrer, on parle de Jay-Z, de ceci et Beyoncé, et tout ça. Les gars ont des centaines de milliards, ils font rien. C'est-à-dire, je ne sais pas si un juif peut avoir autant d'argent que Jay-Z, ou je ne sais pas qui, et ne pas créer des usines, et ne pas faire pour sa communauté. Je ne sais même pas si un Chinois peut avoir autant de milliards, et ne rien faire pour les autres. Peut-être qu'il y a des Afro-Américains, peut-être. Mais pourquoi aux États-Unis, c'est eux qui sont dans des prisons? À 90%. Même ici en France, j'ai visité les prisons, Fresnes, Fleury. Je peux vous dire que quand vous arrivez en prison en France, 90% de ces prisonniers sont noirs. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez un jeune là passer avec une voiture, le lendemain on vient l'arrêter. Vous voyez les gens, vous arrivez en prison, il n'y a que des noirs. C'est pas possible. Alors qu'ils ne sont même pas 6 millions dans un pays. Mais ceux qui sont à 90% dans la prison. C'est un problème ça. Ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au Brésil, c'est pareil. Vous arrivez en Afrique, alors toute la jeunesse est en prison. Déjà, même dehors, ils sont prisonniers. C'est parce qu'il n'y a pas de réflexion globale. Quand j'ai imaginé la banque Akeva Bank, que beaucoup négligent aujourd'hui, mais qui grandit et qui grandira, c'était pour me dire comme Michael Younous, est-ce qu'il faut attendre les autres? Est-ce qu'on ne peut pas faire nos fonds? On commence à faire nos choses, on crée de l'emploi, on investit, et de l'immobilier, et de l'industrie, et de ceci, et de l'informatique. Est-ce qu'on ne peut pas créer nos villages, nos pays, nos quartiers Et Akon, le musicien sénégalais américain, l'a fait. Akon seul a créé des villes au Sénégal. Alors nous, on est là, on est sortis de Polytech, sortis de HEC, sortis de ceci, toujours des... Ça m'énerve de discuter avec ces Africains-là, ils vous racontent toujours un grand parcours, et puis lui, il est grand cadre dans une société esclavagiste et tout.
à la fin, rien. On finit de boire le champagne, rien. Il te parle de ces milliards et tout, on est dans les soirées, ça bavarde, mais quand tu dis concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Chacun retourne dans son esclavage. Chacun retourne dans sa souffrance. Mais le samedi, on ouvre le champagne. C'est moi l'homme d'affaires. Les affaires sont où? Rien. Toi, tes affaires sont où? Rien. Vous êtes milliardaire de quoi? Rien. Vous faites des affaires de quoi? Rien. Les Pakistanais sont là, on voit leur boutique. Les Chinois sont là, on voit leur restaurant. On voit tout ce qu'ils ont, leur hôtel et tout. L'Africain te parle toujours en grandeur. Quand tu arrives, 2 chèques de la pauvreté. Chacun retourne dans son esclavage. Alors, il faut poser ces questions. Maintenant, il y a des réflexions plus intellectuelles que ça. Mais maintenant, nous, on est modernes. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. J'aime l'argent. J'aime le circuit économique. J'aime voir comment on transforme la pauvreté en richesse. J'aime voir des choses. Je suis respectueux des gens qui sont concrets, des gens qui s'aiment. En réalité, on ne s'aime pas beaucoup. On ne s'aime pas. On nous a... Mais si vous voyez là quelqu'un qui gratte sa peau, comment il peut s'aimer? Il est une autre personne quand même. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui... tu es à côté d'un ami, un frère congolais qui est tout rouge de boutons. Comment il peut s'aimer? Ça veut dire qu'il y a un complexe. Il a envie de mourir. Il a envie de ne pas se regarder. Il se sent déchet. Donc il faut changer de peau. Il faut qu'il ait une belle peau. C'est quoi la belle peau? Et c'est dans ce piège structurel, conjoncturel que sont plongés nos sœurs, nos frères. C'est un cancer, c'est une catastrophe. On a fait un reportage là l'autre jour à Château d'Eau où la police a saisi 10 millions de produits éclaircissants, 10 millions d'euros. Mais il y a bien des Juifs qui vous vendent ça, parce qu'il faut que vous mourrez. Il y a des Chinois qui vous vendent, eux-mêmes ne mettent pas, mais ils vous vendent tous vos produits pour vous empoisonner. Vous croyez que les gens vous aiment? Tout ce qu'on vous vend moins cher, tout ce qu'on vous donne là, c'est pour vous tuer, vous enfoncer. Vous empoisonnez le sang, la peau, le cœur. Vous troublez. Vous savez par exemple que je n'ai rien contre, hein. Ne m'en voulez pas, mais nos sœurs qui se déchirent la peau là ont des problèmes de glandes, les glandes thyroïdiennes. Ça fait qu'elles ont toujours soit mal aux yeux, les larmes coulent, les maux de tête, les nerfs. Ça commence par là, parce que les glandes sont déjà troublées. Les glandes, c'est les sécrétions. Hein? Tu transformes l'ordre de tes sécrétions à part la chimie et le sang. On a beau dire ça, elles sont alignées. Je suis encore passé par là. Les femmes ont des plastiques, des produits bizarres. Oh, qui va essayer de nous conscientiser plus? Plus tu parles, plus les gens s'enrichissent sur notre dos. Ils nous vendent de la religion, ils nous vendent des produits éclaircissants, ils nous vendent le sida, ils nous vendent le lait gâté, ils nous vendent tout ce qui... Et quand vous arrivez, si tu tentes de décourager ces femmes, mais c'est peut-être sur Facebook qu'elles vont te tuer. Beaucoup vendent. J'ai écouté une femme, une influenceuse, nous vend le collagène. Elle dit que c'est bien pour le sang, l'hygiène intime. Mesdames, le collagène. Alors, je vais vous dire, mais c'est quelle folie ça? C'est la prison. Et ce genre d'abrutis sont reçus même par les chefs d'État, par leurs femmes, dans les palais en Afrique. On ne peut pas tolérer ça.
des gens qui vendent la prostitution, des gens qui... Je ne condamne pas, mais cachez-vous, tuez-vous vous-même. Vous tuez nos enfants, vous tuez nos jeunes femmes, vous tuez nos sœurs, vous tuez les autres. Tapez sur le net collagène si ça soigne. Donc l'idiotie est le plus grand marché en Afrique. La bêtise, l'ignorance sont les plus grands facteurs d'enrichissement des autres. Et si ce peuple n'a pas cette conscience, on a beau parler d'afrocentrisme, afro-ceci. Je peux vous dire que si vous êtes aux États-Unis, les premiers qui s'opposent aux Noirs africains, c'est souvent les Noirs américains. Et moi, je n'ai pas la force, je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un. Je suis un grand maître, je donne des conseils. On ne peut pas venir quand même accepter que les femmes achètent le glutathion. Vous savez ce qu'on appelle le glutathion? Vous savez que c'est un produit défendu? Bon bref, ça c'est juste un autre problème. Il y en a tellement. On peut passer la nuit là. Il y a d'autres choses. Aujourd'hui, on était en train de parler, par exemple, de Canal Sat en Afrique. En Côte d'Ivoire, Canal Sat, c'est 5 millions d'abonnés. Au Cameroun, un peu plus. 5 à 10 millions. Bon, prenons déjà par pays. Si vous prenez Canal Sat, vous prenez 5 millions. Canal Sat, c'est Bolloré. C'est eux qui financent Éric Zemmour. Pour les Noirs qui ne connaissent rien. Bolloré vient voler l'argent chez vous. 5 millions de personnes. L'abonnement minimum en Afrique, c'est 10 000. D'autres vont 15, 30, 40 000. Donc, faites juste le calcul. 5 millions fois 20 000. Vous voyez un bonhomme qui vous vend juste 2 petites images à la télé. Il prend dans chaque pays au moins 50 milliards, 100 milliards par mois. Par mois. Bon, là c'est autre chose. Ça rembête. Ça rembête. Nous pouvons nous-mêmes investir. C'est pas Bolloré qui m'inquiète. C'est nous qui refusons d'investir. C'est nous qui refusons de faire notre part. C'est nous qui refusons de miser, de risquer. Quand vous arrivez en Afrique, Bolloré a construit des salles de cinéma partout. Nos jeunes aujourd'hui, quand ils veulent regarder leur film, ils vont à Canal Olympia. On ne peut pas le condamner. Donc il n'y a pas d'homme riche qui peut construire des salles de cinéma, de spectacle pour les jeunes. Là, on n'a pas de salle de spectacle. Le gars construit déjà les salles de spectacle sur votre terrain. Il a ses télévisions. Il recrute les meilleurs acteurs. Ils font leurs téléfilms, ils payent. Ils font des bonnes émissions, ils mettent la Ligue des Champions, ils mettent les belles images des Blancs qui s'embrassent entre eux. Les hommes embrassent les hommes, les femmes embrassent. Bref, ils vous vendent leur culture et c'est beau, c'est propre. Tu regardes nos télévisions, ça ressemble au deuil. Et dans nos télévisions, tu ne peux pas amener une nouvelle idée. Tu seras chassé. On va te bloquer parce que c'est le tribalisme, c'est la médiocrité. Donc, ils n'aiment pas le progrès. Et puis, Bolloré amène Canal+, il nous met du TF1, des choses belles. C'est beau, ça brille. Même les jeunes dans le sous-quartier préfèrent ne pas manger, mais avoir le câble. Parce que les téléfilms, où les femmes s'embrassent entre elles, donc on vous vend quelque chose de très bien préparé. On vous lave aussi le cerveau. On vous dit que voilà les couleurs qu'il faut aimer. Et nos États sont très faibles. Nos télévisions ne ressemblent à rien. Nos médias ne ressemblent à rien. Et quand vous regardez tout ça, le gars commence donc par vous soigner la tête. Après, on vous présente comme... Il y a du travail. Le prochain livre, c'est Ouvrez les yeux, soignez le cerveau. Commandez-le tout de suite. Pour la fondation Akeva, commencez à verser chacun $1. Payez votre dîme. Et je suis heureux de vous dire quand même que
Vous m'avez fait honneur en me suivant cet après-midi ou ce soir. J'ai beaucoup de choses à faire. Pour les séances de coaching, de suivi, des conseils, je suis là pour ça. On a l'académie pour ça. Pour Akeva Bank, on reprend en force là. Continuez, venez. On veut des partenaires, des associés, parce qu'on est en train de réaliser pas mal de petits projets. Et pour partir, télécharger l'application Kezan. Et la télé arrive derrière. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Ah, Aïcha dit les riches africains sont pour la plupart aigris. Ils sont pas aigris, ils sont méchants. Peut-être parce qu'ils sont aussi des voleurs. Peut-être parce qu'ils ne rêvent pas. Peut-être parce qu'ils sont analphabètes pour la plupart. Victorine me dit super U en Afrique, on achète les produits surgelés importés. Bon, à la limite. J'étais au Cameroun là, j'ai vu leur magasin, Carrefour, Super U. Bon, je commente pas. Vous risquez de me tuer. La vérité n'est pas bonne à dire dans ces pays-là. Mais ces gens-là ils ont quadrillé l'Afrique, surtout francophone. Tu ne peux pas t'en sortir. Aïe, papa. C'est-à-dire, les gens entrent dans les quartiers ouvriers, les magasins comme Carrefour, pour prendre l'argent du nègre qu'on insulte dans le quartier. Maintenant, les boutiques à Yaoundé, c'est à la sortie de la ville vers Kounou, ils sont en train de faire un autre grand centre. Mais c'est beau, c'est parfumé. Mais le gars lave ta pomme de terre, il te lave ton régime de planter, il te vend ça à l'intérieur à 9000 francs. Parce qu'il a lavé. Il prend ton poulet là, il met là 12 000. C'est ça. Mais tu ne peux pas critiquer, tu vois les gens alignés. J'ai vu des gens faire des courses de 2000 euros, 1,5 million. Avec la famille, les caddies sont pleins, on achète tout, les bonbons, les glaces. Mais tu entres dans un magasin africain, c'est sale. On appelle ça le réassort. Hein? On appelle ça le chalam, les gondoles. Ces petites notions marketing qu'on enseigne là. Eux, ils appliquent ça à Carrefour. C'est beau. Il y a une bonne petite musique, c'est bien. C'est les mêmes produits. Parfois moins cher là-bas. Mais quand tu entres à Santa Lucia, c'est du vrac, c'est à terre, ça bavarde, ça crie, les gens sont sales, le personnel est mal élevé. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu veux être Camerounais, tu veux être Africain, tu veux être Ivoirien, mais ces gars nous tapent sur la discipline, le leadership, la structuration, la qualité. Et au lieu de leur en vouloir, il faut travailler. Ouf. Pour l'industrie, alors, on va parler de ça plus tard. Allez, bonne soirée. Mais je vous invite à la résistance intellectuelle. C'est tout. Bon, Nassau Mignon. Ah, dis donc, merci.